Juger, c'est mal. Comme moi, je suis une bonne personne, alors je ne juge pas. Ou alors, je ne juge pas, donc je suis une bonne personne. Je vais partir de ce constat grâce à la remarque, ou on va dire la confession d'un ancien client qui m'a parlé de jugement. Et en fait, dans sa perspective de croissance personnelle, entre guillemets, il se juge de manière très négative, très limitée, et il a tendance à se comparer en hiérarchisant les personnes, c'est-à-dire s'il juge une personne meilleure qu'elle, on va dire, il a même dit supérieure, euh, lui se met comme étant inférieur. Bon, bref, c'était un raisonnement assez décousu, avec énormément de choses à revoir, notamment sur la perception de soi. Et ça m'avait donné un petit déclic pour parler du jugement. Le jugement, c'est vraiment quelque chose d'assez redondant ces derniers temps, surtout de la part des bonnes personnes. Les bonnes personnes ne jugent pas. Les mauvaises personnes jugent. Dès lors que l'on émet une opinion, alors on est considéré comme étant une personne qui juge, donc mauvaise. Bon. Comme souvent, les phénomènes sociaux sont très 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 superficiels, et puis ce sont en général des raccourcis, ils sont issus de raccourcis, de slogans, d'instantanéité dans la compréhension. Je ne sais pas si c'est l'époque qui veut ça, dans le sens où aujourd'hui tout est rapide, tout est consommable, tout est jetable, on ne prend même plus le temps d'aller en profondeur dans les choses, ni dans les relations, ni en soi, ni en rien. Bon, j'exagère, mais on va dire que c'est la tendance générale. Ou alors ça a toujours existé chez l'être humain. Donc je ne sais pas si c'est la tendance actuelle de l'époque, ou alors c'est inhérent à l'être humain. Ça, c'est une question que je me pose. Donc voilà, dans cet audio, je vais décortiquer cet élément de jugement. Premièrement, je vais prendre l'angle de la psychologie, du fonctionnement de la psychologie humaine. Comme d'habitude, n'est-ce pas, vous en doutez, si quelqu'un vous parle de quelque chose, la première chose, c'est de définir de quoi on parle. Éclaircir, définir, mettre en lumière ce dont on parle. Je me souviens quand, à l'école, quand les profs de français ou les autres profs, quand vous deviez faire des rédactions, je ne sais pas si vous vous en souveniez, à chaque fois c'était l'étape que j'aimais le moins. À chaque fois on nous demandait de définir les termes. Quand on fait une rédaction au départ, on éclaircit, on définit ce dont il s'agit. Ben, c'était pas aussi inutile que ça, parce que lorsqu'on l'applique dans la vraie vie, ça nous permet de peut-être avoir une sorte de précision dans l'évaluation que nous faisons d'une situation, de personnes, et ça nous sert donc à prendre peut-être de meilleures décisions. Si l'on ne juge pas, on ne peut pas prendre de décision. S'il n'y a pas de jugement, point de décision. Si l'être humain ne juge pas, il ne peut pas prendre de décision. Point. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que le jugement? À quoi sert-il? Et de quel type de jugement on parle? Le jugement... Donc dans la littérature, comme je l'ai dit, de la psychologie, le jugement est inhérent à la psychologie, au fonctionnement psychologique de l'être humain. C'est-à-dire que c'est la manière, le jugement, c'est tout simplement la manière nous formons des opinions sur, par exemple, une situation ou même des personnes.
À partir de là, donc, on se forme une opinion, on évalue la situation et on prend une décision. Point. C'est ça un jugement. Le jugement le plus primaire, qui est lié à la survie, on le partage également avec les animaux. Alors peut-être que ça passe pas forcément par l'aspect psychologique, c'est plus l'aspect instinctif, qui est lié à l'expérience et qui est mémorisé dans nos cellules. Si je juge qu'une situation est dangereuse, je prends la décision qui est en rapport avec cette situation. Soit je fuis, soit j'affronte, soit je me soumets. Voilà, ça c'est vraiment l'instinct qui est lié à l'instinct. Donc ça c'est un jugement. Si vous n'avez pas ce genre d'instinct, donc de jugement instinctif, alors vous ne pouvez pas survivre. Bien évidemment, dans un environnement hostile, mais ça marche aussi dans un environnement artificiel. Certaines situations peuvent être dangereuses, préjudiciables, non pas directement à notre intégrité physique, quoique de nos jours ça peut être le cas, dans certains endroits dans ce monde, malheureusement, mais dans d'autres situations, la situation peut être dangereuse psychologiquement. Voilà. Donc, si l'on ne juge pas qu'une situation est préjudiciable à notre intégrité psychologique, ou une situation ou une personne, alors comment allez-vous prendre la meilleure décision pour vous, pour votre protection, pour votre bien-être? Maintenant, la personne dont je vous parle, qui m'a parlé de jugement de valeur, c'est-à-dire qui a introduit un élément comparatif avec d'autres personnes en se mettant dans une posture inférieure, là, il s'agit d'autre chose. D'abord, je veux bien insister sur le fait que le jugement, il faut juger. Le jugement est une capacité à développer chez l'être humain. La manière dont on traite les informations doivent être cohérentes et doivent correspondre à une situation donnée pour prendre les meilleures décisions. Ces jugements-là peuvent être bien sûr influencés par la récurrence de l'information dans l'environnement dans lequel on se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que vous êtes exposé à un environnement qui répète les mêmes situations. Par exemple, une certaine catégorie de la population ont un certain comportement. D'accord ? Donc, on va voir se répéter exactement le même schéma. Il se répète, et quand on est exposé tout le temps à la même information, on l'intègre comme étant une sorte de vérité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain jugement ? Lorsqu'on voit une partie de la population, on va supposer, on va juger ou préjuger, dans ce cas-là, que cette personne-là, puisque précédemment dans mon processus intérieur, dans mon jugement intérieur, une grande majorité, si ce n'est toute la majorité des personnes dont cette personne fait partie, du groupe dans lequel cette personne fait partie, a un certain comportement, donc je vais conclure que cette personne a ou aura ce comportement-là, même si elle ne l'a toujours pas eu. Et c'est tout à fait normal, hein, au fait. C'est normal dans le sens, c'est statistiquement prouvé. C'est statistiquement assez élevé et les expériences dans la psychologie humaine prouvent que c'est un mode de fonctionnement qui est normalisé chez l'être humain. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis que c'est normal. Il y a par exemple, des expériences en psychologie qui ont montré que qui ont demandé à des personnes, à des participants qui étaient exposés à un certain type de médias, ce qu'ils pensaient des attaques de requins. Est-ce que par exemple, les requins sont dangereux pour l'homme ? Quand on compare en fait les statistiques des vraies attaques mortelles des requins chez l'homme
et la perception que en ont ces participants, on voit qu'il y a un gouffre. Donc il y a une surestimation de la fréquence des causes de mort chez l'être humain, notamment les attaques de requins. Pourquoi, à votre avis? On le sait tous, c'est juste que nous sommes, en tout cas ces participants-là, ont été beaucoup plus exposés à ce genre d'informations. Donc ils l'ont gardé en mémoire. Donc ça a influencé leur jugement. Je suis d'accord que le jugement, que l'environnement influence notre jugement. Et il y a le fait aussi que le jugement a une très grande partie affective. Parfois, on peut juger ou évaluer une situation, on peut croire qu'on évalue une situation de manière rationnelle, en tout cas on peut la rationaliser, mais souvent elle est émotionnelle. Il y a une étude qui a été faite sur la perception des risques qui sont liés à différentes technologies. D'accord ? Donc les participants qui ont participé à cette expérience-là avaient des jugements plus négatifs sur les technologies qu'ils associaient à des émotions négatives. Par exemple, par rapport au nucléaire. Et des jugements plus positifs sur les technologies qui sont associées à des émotions positives. Donc, si on reste dans les énergies, on va parler des énergies renouvelables. Donc, et ça peut fonctionner dans différents jugements. Donc, quelque part, les jugements sont biaisés et sont influencés par les émotions. Si j'ai eu de très bonnes expériences avec un certain groupe de personnes, donc ça a généré en moi des émotions positives, je vais les juger de manière positive. Donc la capacité à se former des opinions sont soumis à des biais, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc ces biais cognitifs sont des tendances, ce qu'on appelle des tendances cognitives, systématiques à dévier de la rationalité dans le jugement. C'est une tendance systématique à dévier de la rationalité. Donc, à prendre en compte, par exemple, des faits concrets. Un des biais les plus étudiés, c'est le biais de confirmation, où les individus cherchent, interprètent et ils se souviennent de l'information d'une manière qui confirme leurs croyances préexistantes. On connaît tout ça, hein. C'est le biais le plus connu, le biais de confirmation. Puisque j'ai telle croyance, alors je vais chercher des interprétations d'une situation qui vont confirmer ma croyance. Ou je vais chercher par exemple un environnement, je me souviens d'une expérience, je vais chercher un environnement qui va confirmer mes croyances. Ça se voit énormément dans les groupes politiques. Il y avait une expérience qui montrait que c'est certaines personnes qui avaient une certaine orientation politique étaient beaucoup plus à même à suivre, par exemple, certains médias, à lire certains journaux, à participer à certaines activités, même sportives, à participer à certains groupes, à participer à certaines réunions, à certaines activités, à voir certains films, et même à consommer certains produits alimentaires. Voilà, ça paraît être logique, mais en fait, du coup, la personne, elle s'auto-rassure, d'accord, par rapport à son environnement, pour maintenir ses croyances. C'est une protection des croyances préexistantes. C'est ce qu'on voit aussi dans la conformité, en fait, dans la conformité sociale. Si une personne est dans un certain environnement social, elle va forcément être influencée par le contexte social et les opinions des autres, que ce soit dans l'environnement direct, local,
mais aussi maintenant un peu plus virtuelle, même si on a accès à maintenant une palette beaucoup plus large d'opinions, de manière de vivre, de voir le monde, de vision et ainsi de suite, on va avoir tendance, sauf pour un certain nombre de personnes, d'aller vers ce qui va nous rassurer en termes de croyances. Sauf pour les personnes qui veulent changer et ou élargir leurs horizons. On connaît l'expérience, en tout cas l'expérience d'Asch est assez connue. Asch, c'est A-S-C-H. C'est une expérience de psychologie sociale. Et dans cette expérience, c'est assez impressionnant. En fait, les participants devaient juger de la longueur de lignes présentées sur des cartes. Des lignes très simples, des lignes tracées sur des cartes, sur des feuilles. Et lorsqu'ils étaient entourés, donc ils jugeaient, par exemple, celle-ci est plus grande, ils vous disent, est-ce que la ligne A est plus grande que la ligne B ? Vous dites oui ou non, et ainsi de suite. Ou bien montrer quelle est la plus grande, la plus petite. Très simple, un enfant peut le faire. Ensuite, ils ont présenté la même expérience lorsque ces personnes-là étaient entourées de complices qui donnaient intentionnellement des réponses erronées. Et ce qu'on a observé, c'est très intéressant, c'est qu'une majorité des participants conformaient leur jugement à celui du groupe. Bon, je dis ça, mais au fait, on le sait tous. Et ce, même lorsqu'ils savaient que c'était incorrect. C'est ce qui est le plus troublant dans ce genre d'expérience et qui s'avère vrai dans la vie réelle, entre guillemets. Et cela met en lumière l'influence de la conformité sociale sur le jugement individuel. Il y a certaines personnes avec qui je peux échanger qui se trouvent, enfin en tout cas qui s'auto-censurent, qui se disent par exemple oui on ne peut plus rien dire maintenant, on va toujours être taxé de ceci et cela. Vous savez, c'est tous les phénomènes sociaux actuels. Dès lors que l'on va émettre une opinion qui ne soit pas comme socialement désirable ou bien qui ait un affect particulier ou une compréhension particulière, alors le raccourci va faire que non, il ne faut pas penser comme ça et encore moins le dire, il faut se conformer à une sorte de bien-pensance. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais pour vous dire à quel point la conformité sociale est très 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 forte et il ne faut surtout pas la minimiser. Il faut pouvoir être conscient pour nous, pour notre bien-être personnel, dans quelle mesure elle peut nous influencer. Pourquoi ? Parce que nous sommes peut-être pas indépendants ou nous sommes peut-être pas totalement souverains du jugement de certaines situations et ou de certaines personnes, ce qui pourrait amener à nous faire prendre de mauvaises décisions pour nous-mêmes. Et ne pas prendre des décisions, de bonnes décisions pour nous, peut nous être néfaste. En tout cas, pour ceux pour qui ça a de l'importance. Pour d'autres, non, ça pourrait ne pas avoir d'importance. On peut rester à son niveau. Chacun son niveau et chacun, on va dire, sa capacité, chacun son courage et chacun ses choix, quelque part. Le jugement moral, maintenant. Pourquoi ce genre de questionnement a été longtemps mis en lumière par la psychologie, même dans la philosophie, parce que le jugement moral, par exemple, il va concerner des évaluations de ce qui est juste ou injuste, bon ou mauvais. Et c'est là où on rentre dans une sorte de
de questionnement existentiel sur la philosophie de vie, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, et ainsi de suite. Et on peut se demander si il est bon ou non d'avoir des jugements moraux. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un jugement moral, et est-ce que c'est bon ou non d'avoir des jugements moraux? Il y a une expérience qui a été mise au point par je pense que c'est un psychologue social, qui s'appelle le dilemme de Haynes. Haynes, je crois que ça s'écrit comme la bière, H-E-I-N-Z. Dans laquelle un homme doit décider entre voler un médicament pour sauver la vie de sa femme, bon, et ne pas voler le médicament au risque de voir sa femme mourir. Bon, c'est un exemple. Et tout ça pour tout simplement étudier les niveaux de raisonnement moral. Donc toutes les réponses des participants ont bien illustré toutes les étapes du jugement moral. L'étape la plus basse, on va dire, la plus radicale, une des extrêmes, c'est on passe de l'obéissance à l'autorité, c'est-à-dire peu importe ce qui se passe, l'obéissance à l'autorité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le niveau préconventionnel. Peu importe ce qui se passe, l'obéissance à l'autorité prime. Donc c'est-à-dire que cette personne pourrait ne pas voler de médicaments, parce que voler, c'est mal, mais sa femme risque de mourir. Donc voilà, j'obéis à tout prix. Peu importe ce qui arrive, j'obéis à l'autorité. Bien sûr, c'est des extrêmes. Si on peut décliner encore d'autres étapes de jugement, on va passer à des principes éthiques universels. Là, c'est l'autre extrême. Ce qu'on pourrait appeler des principes éthiques universels. Et c'est un niveau post-conventionnel. C'est-à-dire que finalement, on va estimer que dans ce cas-là, on juge, dans ce cas-là, que la vie est au-dessus de tout. Donc, peu importe les restrictions des autorités, peu importe les restrictions, peu importe les lois des hommes, la vie est au-dessus de tout. Donc, dans ce cas-là, on peut accepter de voler un médicament, mais entre guillemets, c'est pour la bonne cause, puisque la vie est plus importante que la loi. La loi, juste un médicament, voler un médicament, c'est pas aussi grave que ça. Finalement, ça prend une autre proportion. À quoi sert le jugement? Premièrement, comme je disais au début, jugement, évaluation, on va dire subjective, hein. Bon, objective, ce serait dans l'idéal, mais on va dire subjective, des situations, des personnes, des objets, quand il est basé sur des faits, des preuves réelles. Donc, jugement, évaluation et prise de décision. C'est tout. Donc, ça sert à évaluer. Le jugement peut aussi servir à une sorte de croissance personnelle. D'accord ? Si, par exemple, je juge que là, j'ai des points sur lesquels je peux m'améliorer, je sais pas moi, un étudiant sur une matière ou n'importe qui sur autre chose dans un domaine plus personnel, si je juge que je suis défaillant dans un certain domaine, alors je prends la décision de m'améliorer dans ce domaine-là, donc en mettant en place toutes les actions nécessaires. Certains vont justement orienter leur jugement vers une perception d'eux-mêmes. Il y a une sorte de conflit interne entre eux. Je juge que cette personne est mauvaise et dangereuse. Point. C'est comme ça. Je juge par énormément d'éléments informatifs. Le comportement verbal, ce qu'elle dégage, la manière de s'habiller, la manière de marcher, l'attitude, et puis tout ce qui est invisible aussi. Énergétique, ainsi de suite. Si je décide de m'éloigner de cette personne-là, que je dis que c'est pas une personne même à fréquenter, est-ce que je suis une mauvaise personne? C'est ce qui fait que certaines personnes vont à l'encontre
de leur jugement pour se dire je suis une bonne personne, donc je ne vais pas juger qu'une personne est potentiellement dangereuse ou manipulatrice, même psychologiquement. Je vais lui donner le bénéfice du doute, je vais l'accepter et ensuite je vais me plaindre ou je vais pleurer lorsque cette personne m'aura fait du mal ou m'aura manipulé ou quand je l'aurai considéré et finalement de me dire que j'avais raison, voilà, parce que je pensais pouvoir changer et que je n'ai pas écouté mon premier jugement. Vous savez, j'ai parlé de l'instinct et de l'intuition qui se sont énormément développés lors des voyages en sac à dos, lors des voyages tout court, sans rien, minimalistes. Et en fait, ces voyages ont été vraiment formateurs dans la distinction de ce qui est bon ou pas. En tout cas, ça a développé. Tout le monde a un instinct et des intuitions, c'est sûr. Maintenant, beaucoup, comme ils vivent dans des environnements protégés, assistés, artificialisés, virtuels et ainsi de suite, n'ont plus accès à cela. Et puis, il y a une sorte de potentialité de jugement négatif qui implique le rejet. Lorsqu'une situation ou lorsqu'une personne n'est pas forcément bonne, et je disais que dans ce cas-là, si ces personnes-là se retrouvaient se confronter dans des situations où elles développent leur instinct, leur intuition, par exemple, quelque chose de très simple, lorsque je faisais du stop, à certains endroits, voilà, seule, oui, une femme seule qui fait du stop n'importe où, je rencontrais énormément de personnes qui me disaient « Mais vous n'avez pas peur de faire du stop toute seule, voilà, ça peut être dangereux. » Je sais, je sais très bien, mais on va dire que c'est un risque. Premièrement, c'est un risque à prendre, et deuxièmement, je me fie quand même à ce que je vois, à mon jugement du coup. Vous savez, on ne peut pas l'expliquer. Est-ce que je la sens ou est-ce que je la sens pas? Parfois, je peux ne pas la sentir, je peux être neutre, mais qui s'avère qu'elle est dangereuse. Bon, dans ce cas-là, j'ai mal vu. Mais en tout cas, moi, je peux dire, lorsque je le sentais pas, ben, je n'y allais pas, tout simplement. Ça paraît simple. Bien évidemment, il y a toujours des histoires autour de ça, mais il y a aussi d'autres histoires qui démontrent le contraire. Donc, à quoi c'est dû, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'une bonne partie des conséquences de nos actions sont dues à nos jugements qui sont instinctifs, intuitifs, les plus justes. Et pour ça, il faut accepter de prendre la décision, la meilleure décision, même si elle va à l'encontre de ce qu'on peut percevoir de nous. Exemple, si je refuse qu'une personne m'accompagne, quoi? Alors je suis une mauvaise personne? Je suis mal polie? Je suis ceci? C'est pas grave, ok, j'accepte. Mais en tout cas, je me suis protégée et c'était le plus important. Dans les relations interpersonnelles, le jugement positif est essentiel pour établir et maintenir des relations saines. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique la reconnaissance tout simplement des qualités chez les autres. C'est ce qui renforce les liens sociaux. Les qualités, les actions positives et ainsi de suite. Dans un monde idéal, le jugement, le fait que, imaginons dans le monde idéal du travail, un employeur qui va juger positivement le travail et les compétences d'un employé, eh bien la conséquence c'est qu'il pourra offrir des encouragements, des récompenses, et ça pourrait conduire à la motivation et la satisfaction de l'employé au travail. Ça c'est dans un monde idéal, enfin, dans un monde du travail idéal. Le jugement n'est pas intrinsèquement négatif. C'est un outil mental qui fait partie donc de notre processus psychologique, qui est essentiel. Et comme tout outil, lorsqu'il est utilisé correctement, il contribue à des prises de décision, entre guillemets éclairées, aux meilleures prises de décision.
Ça peut conduire à une amélioration, une croissance personnelle. Ça conduit également à notre propre protection, à notre propre sécurité physique et psychologique. Cela conduit à également des formations de relations positives. Et cela conduit aussi à vivre, concrétiser une manière de vivre, entre guillemets, éthique et morale, même si j'aime pas trop ces noms-là. Voilà à quoi sert le jugement, qui joue un rôle constructif et bénéfique dans différents aspects de la vie humaine. Pour reprendre l'exemple donc de cette personne-là qui se comparait à d'autres et qui disait qu'elle était inférieure, donc si elle le fait déjà avec elle-même, c'est qu'elle le fait avec aux autres. Donc là, il y a une sorte de hiérarchisation des personnes, mais plutôt des valeurs des personnes. Ce que je dis, c'est que ça renvoie à la perception de soi. Ce qu'il faut arranger, ce n'est pas de ne pas juger. Ce qu'il faut arranger ici, c'est la manière dont je suis perçue et la solution constructive à apporter. Exemple. Donc si je prends cet exemple concret, j'estime que cette personne est supérieure à moi. Je décortique. Donc je suis inférieure et donc je courbe l'échine, je ne suis qu'un moins que rien et que nul, etc. Et puis il y a toutes ces pensées-là liées à des émotions négatives qui tournent en boucle et ça mène à je ne sais quoi, l'autodestruction, la dépréciation, la dépression et ainsi de suite. Voyez, pour éviter tout ça, on repart dans le jugement. On repart dans le fait de qu'est-ce que je juge, pourquoi est-ce que je me juge comme inférieur. On décortique, par exemple. Je pense que je suis inférieure à cette personne-là parce que elle a un meilleur travail que moi. Par exemple, pour les hommes, en général. Je généralise. Et les généralisations ne sont pas mauvaises. J'ai fait une vidéo sur les généralisations. En général, les hommes vont être plus attirés par une sorte de position sociale supérieure. Ils vont aller conquérir, explorer, ce qui peut élargir leurs horizons. Certains, c'est uniquement leur horizon monétaire, pour d'autres, c'est autre chose. Mais restons dans cet exemple-là. Si je compare, oui, moi je suis inférieure en tant qu'homme, je suis inférieure à cet autre homme parce qu'il gagne plus que moi. Et donc, je me perçois comme ainsi de suite, avec tous les éléments que j'ai cités auparavant. Maintenant, ce qu'il faut juger, très bien, ok. Si tu estimes que tu es inférieur à cet homme-là, pour éviter toutes les émotions inutiles, bon, en tout cas, tu les as ressenties, elles ne sont pas inutiles, elles sont utiles, mais c'est la longévité de ces émotions-là qui va être utile, qui va vous être inutile, parce qu'elle n'amène à rien. Ce qui serait l'idéal, c'est de dire très bien, puisque cette personne, je valorise comme étant gagner ce salaire comme étant supérieur, alors, au lieu de m'auto-flageller, de m'auto-juger, de m'auto-dévaluer, de m'auto-détruire, je mets, ou d'envier même, ou d'envier, de critiquer, de rabaisser, qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Peut-être me mettre cet objectif en place. Et c'est un point final, et on passe à autre chose dans la vie. Et c'est là où le jugement peut amener à une croissance personnelle. Plutôt que de se voir comme étant inférieur à, bien prenons-le comme un modèle à suivre. Et mettons les choses en place, les actions en place nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont liés à ce modèle-là. L'histoire est réglée. Donc là, il ne s'agit pas, quand je dis ça, ça paraît simple, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le jugement, dans ce cas-là, il ne s'agit pas de jugement. En fait, il s'agit de mauvaise perception de soi. Donc, ici, le jugement a été utile, sauf que le constat a été utile,
mais ce qu'on en a fait est destructeur, est inutile. Donc c'est pas le jugement qu'on doit éradiquer, c'est pas l'outil qu'on doit éradiquer, mais c'est la manière dont on l'a utilisé. Et je pense que c'est cela qu'on pourrait appeler les jugements de valeur. Par exemple, quelqu'un qui va me demander mon opinion sur une personne. Mais qu'est-ce que tu penses d'elle? Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est surtout qu'est-ce que tu penses d'elle? Ça ne veut rien dire. Avoir une opinion sur une personne, ça ne veut rien dire. C'est tout. On peut avoir une opinion, par exemple, sur un comportement, sur une action, sur une attitude. Mais le plus visible, on va dire, ça va être un comportement ou une action. Là, je peux juger. Mais est-ce que ça veut dire que je juge une personne dans son entièreté? Est-ce qu'on peut juger l'être humain? Et dans quelle mesure on peut juger l'être humain? Est-ce que un être humain peut être un monstre? Est-ce qu'un être humain, de par ses actions, certaines actions irréparables, je ne vais pas citer les actions les plus irréparables, on les connaît toutes, est-ce que ça fait que l'on juge que cette personne est mauvaise en soi? C'est une mauvaise personne. Et dans quelle mesure? Jusqu'à quand? Jusqu'où? Et ça, pourrait l'attribuer à l'avocat du diable. L'avocat du diable, il y a eu des avocats dans ce monde qui ont défendu des personnes qui sont considérées comme des monstres, qui sont humaines, et qui sont considérées comme des monstres qui ne méritaient absolument pas d'être défendus. Et donc qui avaient un jugement collectif, public, impitoyable, parce que moralement, ce qu'ils avaient commis était insupportable, inadmissible, insupportable, et méritait presque la peine de mort, presque de ne pas vivre. Voilà, donc voyez jusqu'où va le jugement. Attention aux jugements moraux, attention aux jugements de valeur, je veux dire, attention aux jugements de valeur. Pour les petites choses du quotidien, on ne va pas aller jusqu'à juger des monstres, mais on va laisser ça pour d'autres choses. Restons terre à terre dans le quotidien, parce que dans le quotidien aussi, on se juge énormément. Attention à nos propres jugements et critiques dévalorisantes à notre égard, parce qu'elles ne sont pas utiles. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bien, elles ne sont pas utiles. Utilisons cet outil-là pour grandir personnellement, nous améliorer et améliorer l'environnement autour de nous et les relations que nous pouvons avoir dans cet environnement-là. Voici arrivé à la fin. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.